Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une usine magnifique. Alors on est dans un ancien bassin industriel où on travaillait beaucoup avec le verre et l'entreprise dans laquelle je vous amène utilisait justement ce matériau pour fabriquer différentes choses. Mais malheureusement, comme beaucoup d'usines, elle a fermé brutalement. Pour faire cette enquête, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Toub que vous connaissez déjà sur la chaîne. C'est avec lui que j'avais visité l'hôpital abandonné des années 80. Et ensemble, on va chercher tous les indices possibles pour trouver les réponses à nos questions. Alors c'est parti, on perd pas de temps, je vous retrouve tout de suite sur le site. On est en train d'arriver dans la verrerie. Allez, bien vu. C'est parti. Et là, on est directement en fait dans des stocks. Fais gaffe, c'est dangereux. C'est du bois qui est vraiment pas en bon état. Alors là, du coup, là, on rentre directement par la salle de stockage. Ouais, voilà, et là on a tout le stock de caisses qui permettait de charger les pare-brises et puis envoyer en expédition après. Et alors on voit qu'il en reste encore plein, Il en reste un beaucoup. peu partout. Là, on a déjà un premier indice. Alors là, on a un bon de... C'est un bon de livraison en fait qui est destiné à identifier la caisse et son contenu. Alors, est-ce qu'on a une année? 31 mars 2009 si on le lit à l'envers. Ah bah oui, date, il y a écrit en plus. Ouais, c'est souvent comme ça à l'envers. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, alors on a une caisse accessible avec un petit vitrage. Ah oui, non, bien ça emballé, c'est des vitres latérales, ça. Ah oui. Voilà. Donc voilà ce qu'on construisait ici. Hein. Voilà. Donc magnifique, c'est tout neuf. Il y en a des centaines, des milliers. On va le remballer proprement. C'était comme ça, on le remet comme ça. Par là, ça passe. On est vraiment dans un labyrinthe de caisses un peu partout. C'est très étrange. Audi TT. Ah ouais, ça, c'était la bonne bagnole. Je cherche un pare-brise pour transporteur T4 1996. Ah bah tu vas peut-être trouver... Je vais peut-être trouver mon ici. bonheur. Donc là, on doit arriver... Ah voilà, donc c'est le quai des réceptions et des expéditions. Donc forcément, ça doit être de là où on décidait de quand et où partaient les vitrages. Et alors du coup, ouais, voilà, on voit encore les dossiers. Donc là, on a des documents de livraison en date toujours de 2012. Encore un bureau. Pas mal de paperasse. Voilà la carte d'un employé. Et là, on a les marques des voitures à qui étaient destinés du coup tous les pare-brises. Si on observe bien, on constate que toutes les marques de véhicules appartiennent à un des plus grands groupes automobiles du monde. Notez-vous cette info dans un coin, car le fait que ce groupe soit le client exclusif de cette entreprise va finir par poser problème. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Pour l'heure, je me dirige vers les ateliers, en passant par les coursives qu'empruntaient les ouvriers à l'époque. On va voir ce qu'il se cache en haut. Ça ressemble à une sorte de cantine ici. Donc
petit espace de restauration ou un bar. Voilà, on a fait tout le petit parcours d'entrée d'un ouvrier et là je pense que c'est le chemin à suivre pour commencer sa journée de travail. Et là, on arrive dans l'immense entrepôt. C'est juste impressionnant. Et ce qui est tout aussi impressionnant, ce sont les chiffres. À son apogée, dans les années 70, le site a employé jusqu'à 4000 ouvriers sur une surface totale de 300 000 m². Et c'est plus de 350 tonnes de verre qui sortaient d'ici chaque jour. C'est juste hallucinant. Alors là, on est quand même dans une usine démesurée. Alors faut imaginer à l'époque, avec toutes les machines, les fours, ça devrait vraiment être quelque chose de très bruyant, avec une chaleur étouffante. Alors voilà, conditions très difficiles. Conditions très difficiles de travail. Et dangereuses, parce que ça a des risques, travailler avec de la chaleur, évidemment, de la poussière. Donc oui, des conditions difficiles, mais toujours des gens pour le faire, et convaincus que leur travail a du sens et donne un sens à notre pays. Et donc là, on a une très belle vue sur tout le stock qui reste, avec des tonnes et des tonnes de pare-brise, prêts à être livrés au final, puisqu'ils étaient prêts en 2012, voilà. Mais au final, il y a eu en gros interruption des commandes et surtout le plus gros client de cette entreprise qui était ce grand groupe allemand. En fait, il y a eu de fortes tensions avec lui. Et du coup, ce qui explique que ces derniers stocks ne lui ont pas été remis. Et c'est pour ça qu'on les voit encore ici en train de prendre la poussière. C'est ça. Alors du coup, ici, la spécificité, en fait, c'est qu'on n'est pas seulement dans une verrerie, on est dans un bassin industriel spécialisé dans le verre, et ça depuis des siècles. Depuis près de 300 ans. Alors on a commencé à faire de la vaisselle, donc avec le verre Pyrex, qui avait été inventé par les Américains. Le Pyrex qui passe au four, qui est très résistant. Puis après, on a décliné en fonction des innovations et des nouveaux produits. Il y a eu la télévision par la suite, donc il fallait fabriquer des tubes cathodiques. Et puis l'activité de ce site s'est arrêtée sur du pare-brise et des vitres. Des assiettes en Pyrex au pare-brise automobile, l'usine a changé de production de nombreuses fois au fil de ses 250 ans d'existence. Mais comment un tel site a-t-il pu embrasser autant d'activités différentes et sur autant de décennies? Mais surtout, pourquoi finir par fermer alors qu'il produisait pour un géant automobile? Pour comprendre ce qu'il s'est joué en coulisses, il faut aller plus loin, chercher ce que les murs ne nous disent pas. Direction les bureaux, dans la partie administrative, où il reste, je l'espère, encore des indices. J'essaie de pas trop faire de bruit, mais malgré tout, j'en fais quand même. Parce qu'en fait, juste à côté, il y a une autre usine qui est en activité, qui fait du verre aussi d'ailleurs. Donc là, on a un coffre-fort. Voilà, on voit bien les verrous. Et en fait, là-dedans, eh bien, on trouve tout un tas de documents. Voilà. Alors, il faut les regarder à la lumière parce que là, on voit pas très bien, mais en fait, ça représente des sortes de schémas industriels. Ces petits cartons sont en réalité des microfiches perforées, très utilisées jusqu'à l'arrivée de l'informatisation dans les années 90. À gauche, chaque trou correspond à une information codée qui permettait à une machine de retrouver rapidement une fiche parmi des milliers. À droite, une petite fenêtre laisse apparaître un fragment de film qui peut être un schéma, une pièce ou un plan technique.
À l'époque, c'était l'un des moyens les plus fiables et les plus sûrs de conserver la mémoire industrielle d'un site. C'était vraiment des documents importants qui étaient conservés dans des coffres-forts, visiblement, pour la sûreté et la sécurité et la confidentialité, justement, pour pas que les secrets industriels soient dévoilés, soient révélés. Bon, même si cette trouvaille est intéressante, ça ne m'apprend rien quant à l'histoire de l'usine. Le problème, c'est que les locaux administratifs sont immenses et qu'il reste de la paperasse éparpillée partout. À moins de poser un arrêt de travail pour tout lire, il va falloir que je cible certains services en particulier. Et pour remonter dans le temps, rien de tel que de faire un tour du côté des archives. Il y a du dossier. Il y a des choses intéressantes là. Il y a des petits papiers. Alors moi j'aime bien les petits papiers. Hein. Mais ça, c'était pas l'époque des tubes cathodiques, du coup? Production totale 2 706 377 pièces fabriquées. On devait être à l'âge d'or de l'usine à ce moment-là. Là, ça tournait à plein régime. Ouais. En épluchant les documents, un détail attire vite notre attention. Nous constatons qu'il y a eu sur le site non pas une, mais plusieurs entreprises. Plusieurs noms, plusieurs structures, mais un même lieu. Pourquoi autant de visages derrière une seule façade ? Il s'avère que cette usine a toujours vécu en équilibre instable, ballottée entre la nécessité de produire plus vite, moins cher, et celle de tenir coûte que coûte. Au fil des années, plusieurs repreneurs se sont donc succédés, chacun arrivant avec un nouveau type de production. Ces reprises se négociaient dans l'urgence et des aides publiques étaient bien souvent accordées aux repreneurs pour donner une nouvelle chance à l'usine. Mais encore faut-il faire les bons choix. Le dernier repreneur, lui, a commis une erreur qui sera fatale. Tout miser sur un seul client. Merci Volkswagen! Volkswagen, un nom que les 220 ouvriers de cette usine de vitrage automobile ont pris en grippe. Un changement du tout au tout. Il y a moins d'un mois, c'est la marque allemande qui assurait la survie de l'entreprise. En stoppant ses commandes, brutalement, elle l'a condamné à mort. Depuis une semaine, aux portes de l'usine, plus rien ne sort pour le constructeur allemand. C'est juste les stocks Volkswagen, ils sont bloqués, comme c'est notre client à 80% et qui ne veut plus nous soutenir, et ben on lui bloque les pièces. Et à cause d'eux qu'on va en liquidation le 23 avril. Symbole de la désindustrialisation, le site verrier a enchaîné les plans sociaux depuis 15 ans. Celui-ci pourrait être le dernier, avec 220 licenciements à la fin du mois. Alors là, j'ai trouvé un document intéressant de la CFDT. La question que la CFDT pose aujourd'hui est de savoir pourquoi avoir fait le choix de fournir ce grand groupe coûte que coûte en pure perte et en toute connaissance de cause plutôt que d'investir cet argent dans un four. Aujourd'hui, avec ce four, nous serions rentables et dans une toute autre situation d'emploi pour les salariés et pour les futurs embauchés. Au regard de ce qui a été dit et fait par la direction, on peut se demander quelles sont les véritables raisons pour lesquelles nous sommes en cessation de paiement. Chiffre à l'appui, la direction demandait en 2010, en plus des 65 suppressions de postes de travail, une production de 750 000 lunettes par année pour s'en sortir. Aujourd'hui, nous y sommes largement, mais nous ne sommes pas rentables. Donc en fait, on a préféré fermer des usines Pour aller produire ailleurs pour où aller- c'est moins cher. Voilà. Cependant, perte d'entreprise égale perte d'emploi, égale aussi un bassin d'emploi, mais aussi une ville, voire tout un département sinistré par le manque de travail. Donc ça entraîne forcément un déclin. Un déclin qui va se concrétiser par la case tribunal. Redressement judiciaire puis liquidation, la procédure s'enclenche implacable. Sur le site, l'espoir tient encore, porté par quelques syndicats. Mais cette fois, il n'y aura pas de miracle, pas de repreneur, juste une fin annoncée et une usine qui ferme définitivement ses grilles en mai 2012. Mais bonne nouvelle, le site pourrait renaître dans les prochaines années sous une autre forme. En 2023, un projet de reconversion à plus de 25 millions d'euros a imaginé la conservation de l'ancienne usine. Le premier étage aurait été recréé pour y installer entre autres des logements, un pôle santé et des jardins suspendus.
Quant au rez-de-chaussée, il aurait laissé place à des parkings et à des ateliers artisanaux. Mais début 2026, ce projet est finalement abandonné au profit d'un autre. Il s'agirait cette fois-ci de reconvertir la friche en un data center couplé à une serre agricole. Reste à savoir si cette réhabilitation verra bien le jour. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration passionnante. N'oubliez pas le petit like si cette vidéo vous a plu et pensez à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines enquêtes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.